Elle avait 8 ans quand elle prit une décision qui allait briser et réparer des vies à la fois. Elle vola le portefeuille d'un homme riche pour sauver sa mère malade. Rien dans la manière dont le monde l'avait formée ne lui avait appris à franchir cette frontière, mais la peur, l'amour et l'heure qui filait plus vite que leurs économies la poussèrent au-delà de ce qu'un enfant devrait jamais supporter. Le marché s'étirait le long de la rue comme un tapis bruissant de voix et d'odeurs. Les étals débordaient de couleurs, tomates mûres qui craquaient sous le soleil, brassées de coriandre qui exhalaient une fraîcheur verte, bouquets de jasmin liés par des ficelles, vêtements étalés comme des promesses de chaleur. Gloria connaissait chaque coin comme la paume de sa main. Elle y avait vendu des foulards, des pains rassis transformés en beignets, des petites boîtes en bois peintes à la main. Ce matin-là, ses mains tremblaient un peu plus que d'habitude quand elle arrangea les articles sur son panier. Elle avait l'air plus pâle, ses doigts, autrefois fermes, restaient appuyés sur la boîte en fer blanc où elle mettait, depuis des mois, centime après centime. Abigail marchait à côté d'elle, ses tresses battant le rythme des pas. Elle connaissait le marché comme un terrain de jeu où chaque caillou racontait une histoire. À 8 ans, la fillette savait déjà compter, rendre la monnaie, sourire pour vendre. Elle savait aussi se taire quand sa mère fixait la boîte en fer blanc et gardait le silence parce qu'elle refusait que sa fille lise la peur dans ses yeux. La boîte avait un couvercle un peu bosselé et à l'intérieur, la lueur terne de quelques billets serrés. C'était leur trésor, minuscule et fragile. Le soir, quand il rentrait, Gloria posait la boîte sur la table et disait, d'une voix qui tremblait mais voulait rassurer, « Un jour, ma chérie ». Abigail n'avait jamais su exactement quel jour, mais elle savait que chaque pièce ajoutée rapprochait ce un jour d'un peu de paix. La vie avait un rythme, jusqu'au jour où elle s'ébranla différemment. Gloria tomba en matin, sa tête heurtant les pavés après une crise de vertige. Les voisins l'aidèrent jusqu'à l'immeuble où elle partageait un appartement minuscule, 2 pièces, une fenêtre qui donnait sur la rumelle et un canapé où Abigail faisait ses devoirs quand elle ne vendait pas. L'hôpital n'était pas loin, Dr Patterson, un homme à la barbe poivre et sel, qui connaissait beaucoup de visages dans le quartier, prit en charge les premiers examens. Il parla lentement, pesant chaque mot, comme s'il déballait une nouvelle qui ne pouvait pas être réparée par de simples gestes. « Affection hépatique avancée », dit-il, sans emphase mais sans détour. Il faudra des examens approfondis, possiblement une intervention et un suivi prolongé. Sans prise en charge rapide, la situation peut se compliquer. Gloria écouta sans bouger, ses mains se cramponnant à la manche d'Abigail comme si le contact pouvait retenir la crainte. Les chiffres tombèrent ensuite, des factures frêles et lourdes à la fois. L'hôpital présenta un devis pour les premiers examens, les médicaments et la réservation d'un lit pour une semaine d'observation. 15 000 €. 15 000. Le chiffre résonna dans le petit appartement comme le claquement d'une porte qu'on avait malencontreusement laissée ouverte. C'était massif, c'était irréel. Abigail ne comprit pas tout, mais elle saisit l'essentiel. On leur demandait une somme qui ne se comptait pas dans leur boîte en fer blanc. Les jours suivants, la maison devint un calendrier d'attente et d'allées. Gloria retenait son souffle entre les rendez-vous, et la fatigue dessinait de plus en plus de sillons sous ses yeux. Les voisins, les connaissances du marché, firent ce qu'ils purent. Madame Hélène, qui vivait en face et gardait toujours 2 tasses de thé prêtes, apportait parfois un bol de soupe. Mais la générosité du quartier, douce comme de la laine, restait insuffisante face aux tarifs exigés par la machine du soin. Abigail changea sa façon de vivre en silence. Elle cessa d'aller à l'école pour aider sa mère. Elle passait la journée debout, tenant un petit panier de gâteaux qu'elle vendait à la sortie du métro, sous la pluie, dans la chaleur, sous le regard parfois bienveillant, parfois indifférent des passants. Les billets qu'elle rapportait furent déposés, un à un, dans la boîte en fer blanc. Les pièces brillaient comme des étoiles pâlies. Quand elle les comptait le soir, la somme semblait moins impressionnante que dans les rêves d'enfant. Les zéros qui manquaient l'ornaient comme un écart impossible. Il y eut des niveaux de l'urgence. D'abord, les examens. Ensuite, la date de réservation de la chambre 304. Le responsable de l'hôpital avait expliqué qu'il pouvait garantir une prise en charge partielle en attendant la chirurgie, mais que pour commencer, il fallait un dépôt, 5 000 €. 5 000 pour bloquer une place, pour ouvrir la porte d'un traitement qui pourrait, peut-être, contenir la progression de la maladie. 5 000 qui n'existaient pas. Chaque matin, Gloria tâchait de paraître tranquille quand Abigail la regardait.
Elle cachait ses coups de fatigue, terrorisée que sa fille voie combien la peur était là, tapie, prête à tout avaler. Parfois, dans le silence, Abigail entendait sa mère murmurer des promesses. « On paiera ma fleur, on trouvera l'argent ». Elle ne savait pas comment, mais elle croyait gorge. La foi de la mère avait une qualité concrète, elle se transformait en gestes, trier les affaires à vendre, échanger en foulard contre de la farine, refuser une visite parce que cela coûtait trop cher. Les gestes étaient la prière de leur vie. Une après-midi, après une semaine de vente maigre, les deux remontèrent la rue vers l'hôpital pour voir si le dépôt avait été reçu. Dr Patterson appuya une main sur l'épaule de Gloria et son regard était à la fois compatissant et chargé. « Nous avons la chambre 304 prête, mais le dépôt n'est pas arrivé. Sans cela, nous ne pouvons pas la garder. » Sa voix était concise, sans jugement, seulement des faits. Les chiffres à l'écran n'attendaient pas les battements du cœur. Abigail ne comprit pas seulement les mots, elle ressentit une pression, comme si le monde, jusque-là distant, se rapprochait pour exiger d'elle quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle se souvint alors de la photo que Gloria gardait dans son tiroir, une photo qu'elle n'avait jamais vraiment regardée. Sur cette image, une jeune Gloria souriait à côté d'un homme que la fillette n'avait jamais vu. Abigail avait souvent caressé le bord de la photo, se demandant qui pouvait bien être cet homme aux yeux sombres. La note au dos était griffonnée à la hâte, pour les jours plus tard, et une date qui faisait maintenant sens. Mais c'était encore vague, une pièce d'un puzzle immensément plus grand qu'elle. La tension devint presque palpable. Abigail se sentait ballottée entre l'enfance et quelque chose d'autre, une responsabilité qui, selon elle, n'avait pas à exister. Elle se couchait tard, revolvant les sommes, calculant dans sa tête combien de gâteaux il faudrait vendre pour atteindre ses 5 000 €. Les nuits étaient longues et froides. Le marché fermait, les lampadaires se reflétaient sur l'asphalte humide et laissaient sur sa peau un froid qui pénétrait plus loin que la chair. C'est dans ce contexte que, par hasard, son regard croisa un bâtiment différent. L'immeuble en verre de Desmond Mitchell, Desmond Venture selon certains documents, se dressait à l'orée du quartier chic. Le verre renvoyait le ciel comme une toile polie. Sa façade semblait dire qu'à l'intérieur, les problèmes se résolvaient avec un claquement de doigts. Abigail n'y avait jamais mis les pieds. Chez eux, les immeubles avaient des portes qui grinçaient. Chez lui, le hall avait un parquet luisant, des plantes méticuleusement arrosées et des gens aux costumes qui parlaient d'argent comme d'un outil inerte. Elle l'a aperçu un matin, pressé, une mallette serrée, entourée d'un halo de sécurité discrète. Il avait cet air que les enfants reconnaissent facilement, l'air d'un homme pour qui le monde déroule ce qu'il veut. Ce jour-là, alors qu'elle vendait des dattos près de l'avenue, un mouvement brusque rompit la routine. Une foule pressée se formait pour traverser. Des sacs volèrent, une poussette manqua de basculer. Dans la bousculade, une main heurta la sienne. Dans cet instant, quelqu'un accéléra et le portefeuille glissa d'une poche profonde. Le portefeuille glissa sur le sol comme un paillot, et la foule le recouvrit d'un pas après l'autre. Abigail sentit la chaleur de la peur dans sa poitrine, une sensation qui creusait plus fort que la faim. C'était la peur de perdre ce qu'elle n'avait plus. Elle vit l'objet, sombre et lisse, comme une île sur laquelle s'accrocher. Pour une fraction de seconde, le monde se réduisit à se cuire. Les billets dépassaient à peine quelques lames de couleur qui, pour elle, semblaient presque éblouissantes. À côté d'elle, un homme poussait, une voix criait et les secondes se froissaient en une seule décision. Elle le prit. L'acte fut aussi simple et terrible. Une main d'enfant qui glissa dans la mêlée et ramassa le portefeuille. Il était froid, comme si le cuir avait gardé le souffle d'un autre. Elle le cacha sous sa jupe, derrière le panier, comme on cache une honte. Pourtant, au milieu de la honte, il y eut aussi une clarté. Les billets, l'argent, la possibilité d'un dépôt, la chambre 304, la promesse que la mère n'aurait pas à mourir dans un lit de briques et de broc. Elle pensa, juste assez pour la faire entrer, juste pour la première étape. L'égoïsme apparent de la raison enfantine, sauver sa mère, pas se régaler, prit tout l'espace. Le cœur tambourinait. Elle regagna la petite ruelle derrière le marché. Là, appuyée contre un mur froid, elle ouvrit lentement le portefeuille. Les doigts tremblants, elle fit glisser les billets. Ils étaient là, nets, plus que ce qu'elle avait imaginé. Un amas de billets, plus que leurs économies.
Elle compta sans la rigueur d'un professionnel, mais avec la détermination d'une fillette affamée d'une chose essentielle. 800 et quelques billets, 100 €, 200, 500. Au total, assez pour couvrir le dépôt et peut-être un peu plus. Mais il y avait aussi une photo, fine et usée, coincée dans un compartiment. Sur la photo, une jeune femme, Gloria, riait, la main posée sur l'épaule d'un homme à la mâchoire forte. Quelque chose au dos de l'image attira son regard, une petite note presque effacée et une date. Le cœur d'Abigail fit un bond. Elle connaissait ce sourire. Il ressemblait à celui de sa mère dans un miroir ancien. Le dos de la photo portait une inscription griffonnée d'une écriture qu'elle n'avait jamais vue sur aucun papier de la maison. Les mots étaient courts, une ligne. Pour toi, si jamais les jours devenaient lourds, D. La lettre D était comme un trésor caché. D. Desmond. Elle avait entendu ce nom murmuré au marché, associé à l'immeuble en verre, associé parfois à un don anonyme signé d'une initiale sur un reçu municipal. Était-ce un hasard? Était-ce un clin d'œil du destin? Son esprit d'enfant, qui avait toujours tenté de joindre les points d'un puzzle que les adultes laissaient en suspens, devint une machine de conjoncture. Peut-être l'homme à qui elle avait pris le portefeuille connaissait sa mère, peut-être connaissait-il plus encore. La culpabilité se mêla à la curiosité. Elle imaginait des conversations. Elle lui parlait dans sa tête, à l'homme dont le compte en banque venait d'entrer en sa possession par un geste qu'elle redoutait. Si c'était vrai, si cet homme connaissait Gloria, alors pourquoi avait-il disparu? Pourquoi n'avait-il jamais aidé quand elles en avaient le plus besoin? Et si, pire encore, il était le père qu'on n'avait jamais nommé? Abigail referma le portefeuille, gardant la photo contre sa poitrine. L'objet avait maintenant deux faces, la promesse d'argent et la promesse d'une vérité possible. Elle pensa aux 4 murs de la chambre 304 et au docteur Patterson qui avait prononcé les chiffres. Elle pensa à la boîte en fer-blanc et à chaque pièce posée avec amour. Elle se sentit plus petite et plus grande à la fois. Sauver sa mère semblait possible, mais à quel prix? Elle prit une décision détachée du bruit moral des adultes. Elle fit le tour du marché, rassembla la somme qu'elle pouvait encore récolter en une journée, puis se dirigea vers l'hôpital. Le couloir qui menait à l'accueil de la clinique sentait le désinfectant et un mélange d'espoir et d'épuisement. Elle évita de croiser le regard des volontaires et du personnel, comme si les regards s'attardaient sur la pauvreté et la voulaient figer. À la réception, elle posa le portefeuille et fut obligée de mentir, avec la voix qui résonnait faiblement d'un mensonge en trompe-l'œil. « C'est un don, pour la chambre 304. » La secrétaire, fatiguée, accepta les billets sans poser de questions. On lui donna un reçu, un bout de papier qui, pour la première fois depuis des mois, fit tenir le monde ensemble sur son fil. Le mot « sauver » n'était pas écrit, mais la logique administrative fit son œuvre. Chambre 304 réservée, lit sécurisé, intervention possible. Quand elle retourna, le cœur allégé mais non libéré, elle trouva sa mère plus pâle encore dans le fauteuil. Les mains d'Abigail tremblaient quand elle déposa l'enveloppe sur la table. Gloria ouvrit les yeux et, avant même de lire la note, comprit. Les larmes montèrent sans faire de bruit. Elles restèrent un instant, simplement là, côte à côte, comme 2 graines plantées dans une terre peu fertile. « Comment » murmura Gloria, mais il y avait une telle douceur dans sa voix qu'Abigail sut qu'elle devait garder le secret encore un peu plus. Elle se blottit dans les bras de sa mère, qui la serra comme si tout le froid du monde avait besoin d'être chassé par une étreinte. Ce soir-là, elle cacha la photo dans sa poche. L'objet brûlait contre sa peau. L'argent avait payé le dépôt. La chambre 304 était réservée pour la semaine suivante. Mais la photo clignotait constamment dans son esprit. D. Desmond. Une réminiscence de quelque chose qui pouvait expliquer l'absence ou la distance. Abigail savait 2 choses avec une précision crue. D'abord, qu'elle avait transgressé une ligne, et ensuite que la transgression avait un sens à ses yeux. Elle n'avait pas volé pour le plaisir, elle n'avait pas pris un luxe, elle avait pris une chance de voir sa mère respirer un peu mieux. La culpabilité s'installa sous forme de rêve coupé. Elle revoyait la foule, le portefeuille, la main étrangement contre sa propre paume et la note au dos de la photo. Parfois, elle se figurait le visage de l'homme derrière la vitrine, lissant un costume, ignorant un foyer qui se désagrégeait à quelques rues de là. D'autres fois, elle se voyait en train de déposer le portefeuille sur le bureau d'un inconnu en lui racontant toute la vérité, l'hôpital, la maladie, la boîte en fer-blanc.
Mais à 8 ans, la parole de vérité a un poids différent. Elle peut être ignorée, moquée ou bien changée, tout comme un petit caillou qui déclenche un éboulement. Les jours suivants furent un tissage de petits miracles administratifs et de grandes inquiétudes humaines. Gloria fut admise, la chambre 304 devint une île d'observation et d'analyse. Le personnel souriait avec tendresse, sans tout savoir. Dr Patterson vint au chevet, parla de traitement, expliqua les étapes à venir. « Nous devons être prudents, dit-il. Nous sommes optimistes quant à notre capacité à stabiliser la situation grâce au dépôt. Mais il faudra du temps et du suivi. » Ces mots n'étaient pas des bandages magiques, ils étaient des outils, et il fallut accepter qu'un outil agisse lentement pour réparer une machine malade. Pendant que sa mère était prise en charge, Abigail resta à la maison avec Madame Hélène, qui lui offrit parfois un repas à la soupe. Les voisins chuchotèrent, certains avec pitié, d'autres avec admiration pour l'enfant qui avait trouvé l'argent impossible. Personne ne connaissait la provenance des billets. La voix du secret, lourde et solide, demeurait cachée dans la poche de sa jupe et dans les replis de sa conscience. Mais il était impossible de garder l'esprit tranquille quand la preuve d'un lien possible était là, dans sa poche. La photo l'appelait. Chaque fois qu'elle la touchait, elle cherchait une cohérence, une logique que les adultes semblaient avoir perdue. Dès Desmond restait un point de lumière à explorer, un nom qui pouvait apporter plus d'ombre ou plus de paix. La nuit où elle prit la photo entre ses mains, elle rêva d'un corridor vitré qui reflétait sa propre image, petite et solitaire. Au bout du couloir, des portes s'ouvraient sur des salles où des gens prenaient de grandes décisions en buvant du café. L'un d'eux regardait une vieille photo et secouait la tête à demi, incapable d'expliquer pourquoi il avait laissé une promesse en suspens. Abigail se réveilla avec un goût de fer au fond de la bouche. Une rencontre était devenue inévitable. Elle savait qu'il y avait un choix à faire, rendre le portefeuille, avouer et risquer que la réponse soit un refus. Ou garder le secret, s'assurer que sa mère reçut le soin et garder la porte de la vérité fermée. Elle était une enfant qui connaissait la courbure des sacrifices. Plus on en faisait, plus on apprenait à mesurer leur poids. Une lettre qu'elle ne montrait à personne disait en lignes brèves « Pour toi, si jamais les jours devenaient lourds. D ». Les initiales prirent la forme d'un nœud gordien dans son cœur. Que signifiait « pour toi » ? Et qui était ce « toi » qui pouvait englober la lourdeur d'une maladie, l'éclat d'un sourire, la promesse d'un remède ? Alors, un matin, après avoir observé sa mère respirer plus régulièrement et après avoir vérifié que la chambre 304 tenait, Abigail prit la décision de retourner sur le lieu où le portefeuille avait été perdu. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voudrait dire, elle ne savait même pas si elle pourrait supporter la vérité. Mais il y avait une force, quelque chose d'ancien et de sauvage dans l'enfant qui l'obligeait à chercher. Elle sentait qu'il ne suffisait pas de donner l'argent, il fallait aussi tenir compte de la source, vérifier la dette morale qui battait comme un tambour dans son ventre. Sur le chemin, la ville déroulait ses sons. Le cliquetis des tramways, des conversations qui montaient comme des nuages, des télés qui grésillaient dans les vitrines. À l'approche de l'immeuble de verre, le monde se fit plus net, comme si l'air était lavé. Les reflets sur la façade renvoyaient des images fragmentées. La ville contrechinait dans des mille éclats. Abigail sentit son courage grandir d'une manière lente mais déterminée, comme une petite flamme qui n'avait pas peur d'affronter le vent. Alors qu'elle posait une main sur la porte du hall vitré, elle sentit au creux de l'estomac que tout basculerait bientôt. Elle n'avait pas encore décidé si elle ferait ce qu'un enfant fait parfois, se cacher et espérer que l'histoire s'arrête. Elle voulait savoir. Elle voulait que la photo cesse d'être une question sans réponse. Mais au moment où elle tira la porte, une voix douce derrière elle l'arrêta. « Tu as besoin d'aide, petite ?» demanda une femme au regard accueillant, l'air de quelqu'un qui lisait le monde avec bienveillance. Abigail cligna des yeux. Elle tenait encore la photo dans sa main, trop serrée. Elle hésita, respirant, prête à répondre d'une voix qui ne tremblerait plus. Elle comprit qu'elle était sur le seuil non seulement d'un immeuble, mais d'un avenir qui exigerait d'elle la vérité et la force de regarder l'homme qui, peut-être, portait la même initiale au bout de son nom. Elle allait pousser la porte. Le verre n'était qu'un filtre entre elle et un monde à la fois prometteur et dangereux. Elle posa un pied à l'intérieur et c'est à ce moment précis que le récit prit une pause, comme si l'air retenait son souffle, attendant la prochaine respiration.
La porte vitrée s'ouvrit avec un cliquetis feutré. Le hall du building respirait la propreté et le calme de ceux qui pensent que l'ordre suffit à tout. Des tables basses, des magazines effacés, un fond musical discret. Abigail sentit son cœur tambouriner comme un oiseau contre la cage thoracique. La photo brûlait toujours dans sa poche. Elle la serrait encore, comme pour se convaincre que la chose était réelle. Elle était petite devant les colonnes de verre, la jupe pleine de sable du marché, la poussière du pavé sur ses chaussures. Pourtant, elle tenait une vérité entre ses doigts. La vérité, pour elle, ne pouvait plus rester cachée. Une femme approcha, un sourire professionnel aux lèvres. Elle portait une veste simple et un badge à son nom, Jennifer. Son regard, d'abord curieux, s'adoucit en apercevant la fillette seule, la lueur de l'inquiétude sur son visage. « Tu es perdue » demanda-t-elle, assez bas pour ne pas alerter la ronde des assistants. Abigail fit un pas en avant. Sa voix, quand elle sortit, n'était pas plus grosse qu'un filet de soie. « Je dois parler à Monsieur Desmond Mitchell, dit-elle. Les mots avaient l'air lourds, elle les avait mâchés comme des pierres. C'est important. Jennifer hésita une fraction de seconde. Elle avait vu des enfants livrés par les services sociaux, des gamins attirés par la façade lisse d'un immeuble où l'argent avait l'air de couler tout seul. Mais il y avait dans les yeux d'Abigail quelque chose d'autre, une détermination qui n'était pas du défi, mais qui venait d'un endroit plus ancien, fait d'amour et de peur. « Attends-là » murmura Jennifer. Elle tapa quelque chose sur une table, puis se pencha vers la fillette comme pour combler l'espace entre eux. « Viens, assieds-toi un instant. Tu veux de l'eau » Abigail hocha la tête et, la photo serrée dans sa paume, s'assit sur un canapé crème. Les minutes devinrent longues. Des secrétaires passèrent, quelques porteurs chuchotèrent, un homme au costume sombre regarda l'heure. Jennifer repassa et posa une tasse de soupe qu'elle avait trouvée dans un gobelet, chaude et bien réelle, comme une main tendue. « Tu as l'air gelé » dit-elle doucement. Abigail but un peu, comme pour se remettre au monde. Jennifer sortit son téléphone, composa rapidement. « Monsieur Mitchell est occupé, mais je vais le prévenir. Attends-moi ici, petite. » Elle jeta un regard qui n'était ni critique ni condescendant. Abigail se pelotonna et pour la première fois en jours, son corps se permit d'un peu de repos. Les minutes s'écoulèrent. Jennifer revint, mais pas seule, un homme plus âgé, au front haut et aux cheveux poivre et sel, suivit. Son vêtement indiquait la tenue d'un homme habitué à des décisions importantes, mais son regard se fit néanmoins étonnamment doux quand il vit l'enfant. Desmond sortit de l'ascenseur la main ouverte, comme prêt à serrer un monde qu'il ne connaissait pas. Il avança, puis s'arrêta à quelques pas, presque par mesure, comme on s'arrête face à une question dont on ne sait pas si on a le droit de toucher. Abigail se leva. Son souffle se raccourcit, il lui sembla que si elle perdait sa voix maintenant, tout s'effondrerait. Elle prit une décision simple et terriblement honnête. « Monsieur Mitchell, dit-elle, en regardant l'homme en face. » Le visage de Desmond se déplia. Il fut surpris d'une surprise que l'on pouvait lire comme un regret ancien. Sa main s'installa sur la couture de son costume, comme pour se donner une contenance. « Bonjour, répondit-il, sa voix posée. « Tu as besoin de quelque chose ?» Abigail sortit la photo, sans détourner les yeux. Le geste était presque brutal dans sa simplicité. Tendre un morceau de papier comme on tend un billet de vérité. « J'ai trouvé ceci, dans le portefeuille que j'ai pris. » Elle chercha la réaction dans le regard de Desmond. « Je l'ai pris parce que ma mère est malade. J'ai payé un dépôt pour la chambre 304. Je suis désolée, je viens te le rendre, et je veux savoir pourquoi. » Sa gorge se serra, les mots suivants presque avalés. « Pourquoi vous avez écrit ça pour ma mère ?» Le monde sembla se contracter autour d'eux. Desmond prit la photo. Sa main trembla légèrement, ce que la fillette remarqua avec une acuité d'enfant. Il comprit avant même d'avoir fini. La femme souriante sur le papier, la note au dos, l'inscription en D. Un souvenir jaillit, poussiéreux mais intact. Une banque d'images anciennes, un parc sous la pluie, une éternité d'en d'avant. Il se souvenait d'une Gloria plus jeune, d'un amour sincère mais maladroit, d'un départ qui n'avait jamais été expliqué. Sa respiration se fit plus lourde. « Comment as-tu » commença-t-il. Il consulta Jennifer d'un coup d'œil et, sans doute touché, choisit la voie la moins administrative. « Asseyez-vous » dit-il, invitant Abigail dans son bureau.
C'était un grand espace aux vitres qui laissaient passer le jour comme une rivière. Des livres discrets, des objets de temps et de voyage, et au fond, un fauteuil qui semblait attendre des confidences. Assis face à Desmond, Abigail desserra un peu sa main. Jennifer se retira, laissant les deux seuls. L'homme toucha la photo comme on touche un souvenir fragile. La saleté sur la jupe de la fillette n'était plus qu'un détail. La réalité était ailleurs. La possibilité qu'un lien perdu puisse être rattrapé. « Je connais cette femme », dit Desmond lentement, comme pour mesurer l'impact de ses mots. « Gloria. Je l'ai connue il y a 10 ans. Nous avons été proches, très proches, mais j'ai quitté la ville. À l'époque, j'ai fait un choix que je regrette. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. » Il se renfonça dans son siège. La honte le traversa, loyale comme une vieille blessure. Je n'ai jamais su ce qu'elle devenait. Abigail attendit, mesurant la réaction comme on attend une réponse dans une matière fragile. « Il y a une date au dos, dit-elle, et votre initiale. » Sa voix était devenue mince, concentrée sur le fait. « Pourquoi avez-vous écrit « Pour toi, si jamais les jours devenaient lourds » demanda-t-elle. Elle voulait d'un mot la clé d'une histoire, mais c'était beaucoup demandé. Desmond leva les yeux. Il trouva de vieux morceaux de courage et les assembla. « Je n'ai jamais oublié Gloria. À une période, j'ai voulu revenir. J'ai même laissé une lettre, signée d'une initiale. Mais la vie a fait ses lois, et j'ai laissé passer le temps. Si j'avais su, je l'aurais aidé, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que j'ai cru que je pouvais réparer en silence. Mais ce n'est pas une excuse. » La confession était simple et lourde. Abigail sentit une colère qui la surprit naître en elle. Elle pensa à la boîte en fer-blanc, aux nuits froides, à la main de sa mère qui tremblait. « Vous étiez là, dit-elle. Vous avez écrit pour elle. Vous saviez. Et vous avez disparu. » Le mot « disparu » pesa comme une pierre. Pourquoi ? Desmond, pris au piège, exhala. « J'avais des obligations, des promesses faites à d'autres personnes. Je croyais, à tort, que je pouvais régler ma conscience en posant une note, un don anonyme. Mais l'orgueil, parfois, nous empêche d'agir. Je vous le dis maintenant, je ne veux pas de ces demi-mesures. Si je peux aider, je le ferai, mais je veux comprendre. Il faut que Gloria soit d'accord. Je ne veux pas la réduire à une charité. » La réponse d'Abigail fut simple, emplie d'une maturité démentielle pour une fillette de 8 ans. « Ma mère ne veut pas de pitié, elle veut des réponses. Et si vous êtes son père, il faut qu'elle le sache. » Elle eut à nouveau ce petit rire sec, amer. « Et je veux rendre le portefeuille, monsieur, je n'ai pas le droit de le garder. » Desmond fut touché par la droiture de l'enfant. Il prit une décision qui ne fut pas exclusivement administrative. Il appela immédiatement Jennifer et organisa une visite à l'hôpital. Mais avant, il voulut une vérité plus solide. Il demanda à voir la photo, à lire la date au dos, à convoquer les souvenirs d'un homme qui, jusque-là, s'était protégé de la douleur en la rangeant dans des tiroirs. Peu après, ils arrivèrent à l'hôpital. Le couloir qui menait à la chambre 304 avait pour Abigail l'odeur familière des antiseptiques, mais ici, elle y associait maintenant la chaleur d'un dossier réglé. Dr Patterson les accueillit, soulagé à la perspective d'une issue. Il écouta, calma, expliqua les étapes. Il ne jugea pas, mais il posa la question que toute la pièce connaissait. « Et vous voulez parler à Gloria de tout cela ?» La réponse à la question n'était jamais simple. Gloria était une femme qui portait sa fierté comme une armure usée. Elle avait accepté l'aide de l'hôpital, bien sûr, que faire d'autre, mais elle n'accepte pas que quelqu'un soulève ses rues intimes sans y être invité. Quand Desmond entra dans la chambre, il le fit comme un étranger qui entre dans un temple, respectueux, un peu maladroit, conscient de ses jambes moites. Gloria regarda l'homme avec cette fermeté qu'Abigail connaissait. Il y avait dans ses yeux une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Les mots qu'elle prononça furent mesurés, porteurs d'un mélange d'orgueil blessé et d'espoir prudent. « Vous êtes l'homme de la photo » demanda-t-elle. « Vous l'avez signé d'un D. Qu'avez-vous à dire ?» Desmond tomba à genoux, non pas peut-être dans la forme dramatique que l'on attendrait, mais dans une humilité vraie.
« Je suis Desmond, dit-il. Je vous dois des réponses. » J'ai fait des erreurs, je l'admets. Je n'ai pas été présent, et cela me hante. Ses mains tremblaient. Je veux payer pour le traitement de Gloria, et plus encore, je veux savoir comment réparer, à mesure. Je ne veux pas effacer ce que j'ai fait de mal, mais je veux aider à réparer. Gloria sentit la rage et la fatigue se mêler. Colère à l'idée d'un homme qui revient comme s'il pouvait redéfinir des années d'absence. Soulagement sensé par la possibilité qu'un traitement soit désormais assuré. Elle ne répondit pas tout de suite. Son silence était une frontière. Il préservait la dignité. « Que voulez-vous que je fasse de votre argent ?» dit-elle enfin. « Et que serait cette réparation ?» Desmond baissa la tête. « Je ne veux pas acheter votre pardon. Je propose une prise en charge complète du traitement urgent, et ensuite nous trouverons un plan de soutien pour que votre vie ne dépende plus d'un panier. Si vous acceptez, je veux aussi qu'il y ait des conditions claires. Nous réglerons les factures, nous ferons en sorte qu'Abigail puisse retourner à l'école et je financerai une formation et un petit capital pour votre commerce. Mais je veux aussi être transparent et tenir ma place, humblement. Si vous me refusez, j'accepterai. » La parole « condition » résonna. Gloria prit la main de sa fille. Son regard était en phare, mais il était aussi une question. « Je refuse d'être l'objet d'une réparation qui ressemble à une leçon pour vous, dit-elle. Si vous voulez entrer dans nos vies, faites-le sans vouloir nous remplacer ni nous humilier. Et surtout, dites la vérité à Abigail comme une adulte le ferait. » Sa voix se fit plus douce à la fin, à cause d'Abigail qui la regardait. « Et si vous êtes vraiment son père, dites-le avec responsabilité. » Un silence s'installa. Desmond hocha la tête, acceptant la condition, reconnaissant ses fautes sans chercher à les minimiser. « Je comprendrai si vous me repoussez, dit-il, mais je veux prendre mes responsabilités. » Finalement, Gloria céda. Pas par faiblesse, mais par calcul. L'alternative était bien pire. Elle demanda que tout soit officialisé, que l'aide soit transparente, administrée avec respect, sans se substituer à leur dignité. Elle demanda aussi qu'on discute avec Dr Patterson d'un plan de soins réaliste et durable. Desmond accepta toutes les conditions et leur poignée de main fut moins un pacte de confiance qu'un acte de commencement prudent. Les jours suivants furent un étrange montage d'hospitalité et d'étrangeté. Desmond visita régulièrement la chambre 304, toujours vêtu d'un costume simple, ne cherchant pas à dominer l'espace. Il se heurta à la rigidité de Gloria, mais aussi à sa lucidité. Il se présenta devant Abigail non seulement avec des cadeaux matériels, mais avec une volonté de présence. Une fois, il apporta des livres, une autre fois, il demanda à être tenu informé de l'école. Il s'inscrivit à des consultations avec Dr Patterson pour comprendre le traitement, la convalescence, ce qu'il faudrait comme suivi. Les premiers et les plus tangibles de ces actes furent administratifs. Paiement des factures, une première somme pour la période post-opératoire, l'organisation d'une aide à domicile pour les premiers temps. Desmond fit tout dans la transparence. Il engagea un conseiller de confiance pour constituer un petit fonds destiné à l'éducation d'Abigail et proposa de soutenir la création d'une boutique pour Gloria. Mais, conscient des blessures, il proposa aussi d'observer, d'attendre, de mériter la confiance. Gloria, parfois, refusa des avances. D'un ton sec, elle lui rappelait ses limites. D'autres fois, elle accepta un café, une discussion sur la gestion de la boutique, une idée sur les produits qui se vendraient. La fierté survivait, mais elle décida de ne pas laisser sa fierté devenir un barrage. La vie avait besoin d'aide, elle concéda cela, et elle sentit qu'il y avait du courage dans la décision d'accepter sans vendre son âme. La chirurgie eut lieu. Ce n'était pas un moment dramatique à la façon d'un film. C'était une suite d'actes professionnels, une succession de gestes nécessaires. Dr Patterson et son équipe firent en sorte que tout soit fait proprement, sans promesse que la souffrance soit ôtée d'un claquement. Il y eut une période d'observation, des jours de fièvre, une convalescence où Gloria perdit des forces puis retrouva, lentement, un peu d'énergie. Les cicatrices furent physiques et symboliques, la chair soignée, les cœurs encore à l'œuvre. Pendant les premières nuits à l'hôpital, Abigail resta à côté du lit. Elle tenait la main de sa mère et lisait à voix basse des histoires au rythme d'un cœur qui se rassure. Desmond passait parfois, posait une main sur l'épaule d'Abigail, jamais de façon à remplacer, mais comme on pose un phare pour indiquer un rivage.
Le regard de Gloria le scruta, elle ne laissait rien lui échapper, mais elle constatait, jour après jour, qu'il payait sans spectacle, qu'il s'informait sans air condescendant. Peu à peu, la parole tenait moins d'armes et plus de pont. Quand la période la plus critique fut passée et que Dr Patterson parla de suivi et de rééducation, ils commencèrent à construire l'après. Gloria accepta, après des discussions longues et parfois houleuses, d'un accompagnement pour créer une petite boutique dans un local du marché. Robert, cet ami du marché, proposa de l'aider pour les premiers jours. Il connaissait le quotidien et pouvait prêter sa main pour les étals, pour les premiers clients. Madame Hélène offrit du linge propre et 2 recettes de beignets qui firent le charme de leur stand. Desmond prit en charge les frais de remise en état. Mais surtout, il mit en place une formation courte pour que Gloria puisse gérer un petit commerce formel, afin qu'elle cesse de dépendre uniquement de la rue. Abigail reprit l'école. Ce fut une victoire en apparence simple, mais qui avait un poids immense. L'enfant retrouva l'odeur des cahiers, les camarades qui chuchotaient des secrets, la maîtresse qui frappait la cloche. Elle revint timide mais fière. Elle s'engagea dans ses devoirs, protégée par un filet qu'ils avaient tous tendu, ensemble. Desmond suivait discrètement les progrès, pas pour s'approprier, mais pour s'assurer que la possibilité d'étudier, d'apprendre, de rêver fut réelle. Le marché se transforma lentement. La boutique de Gloria, une petite écope aux couleurs chaudes, devint un endroit où l'on pouvait trouver un foulard, un sachet d'épices et un sourire. Robert devint un partenaire d'affaires pratique et loyal. Il n'était pas un héros d'histoire, mais un homme du quotidien qui prit plaisir à aider une voisine de longue date. Les voisins vinrent, certains par sympathie, d'autres curieux, mais beaucoup revinrent pour le goût des beignets et la chaleur de l'accueil. Gloria retrouva quelque chose comme une dignité économique. Elle n'était plus seulement une femme qui vendait dans la rue. Elle était entrepreneuse, même si l'idée lui était d'abord étrangère. Entre-temps, Desmond se confronta à sa propre transformation. Il ne devint pas un père parfait du jour au lendemain. Il fit des erreurs, il se trouva hors de propos parfois, mais il accepta un tutorat pour apprendre à être avec eux. Réunion familiale modérée, gestes concrets, pas de surinjection de ressources qui aurait écrasé la fierté. Il découvrit ce que signifiait réparer non pas avec argent, mais avec temps et présence. Il s'excusa, souvent. Il écouta, sans imposer de solution miracle. La communauté autour d'eux ressentit la différence. Certains furent prudents, d'autres accueillants, et quelques-uns gardèrent leur jugement. Mais la famille improvisée, Gloria, Abigail, Desmond, Robert, Madame Hélène, tissa un voile qui protégeait contre l'indifférence. Les blessures restèrent, invisibles à certains. Gloria n'oubliait pas le fait qu'un homme avait pu signer une petite phrase et croire que cela changeait l'histoire. Elle veillait à ce que tout futur arrangement passe par des mots clairs, respect, autonomie, transparence. Abigail, qui avait vécu l'acte de voler comme un déchirement moral, se sentit libérée d'un poids quand elle eut la permission d'en parler ouvertement, non comme une plaie secrète, mais comme une leçon qui avait bouleversé leur trajectoire. Elle n'osa jamais dire qu'elle n'avait pas honte, elle avait honte. Mais elle vit que la honte n'était pas forcément la fin, elle pouvait devenir l'origine d'une réparation. Le temps passa, fait de petites victoires et de déconvenues. Quelquefois, Gloria repensait à la lettre au dos de la photo, à la date, et se demandait si la vie n'était pas une série de rendez-vous manqués ou tout simplement différés. Desmond, de son côté, travaillait à réparer une image de lui qu'il n'avait pas su conserver. Il accepta que la confiance ne se restitue pas d'un claquement de doigts. 1 an s'écoula. La convalescence avait laissé des cicatrices, mais elles avaient guéri. L'hôpital devint un souvenir moins vif. La boutique prospéra dans la modestie. Abigail, elle, changea comme change un arbre qui grandit vite. Elle perdit certains traits de l'enfance, mais gagna en maturité, sans pour autant perdre l'émerveillement. Elle rit encore d'un rien, elle courait dans les ruelles et allait à l'école avec ses tresses qui claquaient au vent. Le jour de la pièce de l'école, la salle résonnait de chuchotements et de rires. Abigail avait obtenu un petit rôle, mais pour elle, c'était un sommet. Se tenir devant les autres, jouer, être vue non comme l'enfant d'un scandale éventuel, mais comme une fille pleine de vie. Gloria et Desmond, assis côte à côte, se tinrent la main sans le savoir d'abord, puis en conscience. Ils regardèrent l'enfant qui mimait des gestes simples sous la lumière tamisée. Robert et Madame Hélène occupaient 2 chaises plus loin, fiers comme des oncles.
La pièce parlait de courage, d'un héros qui n'était pas le plus fort, mais celui qui donnait sans attendre un retour. Les parents applaudirent, les regards étaient confiants. Après la représentation, ils allèrent dîner dans un petit restaurant du quartier, pas luxueux mais chaleureux. Les gestes étaient simples, une portion de riz, du poisson grillé, un dessert partagé. Ils parlèrent de projets modestes, un livre scolaire pour Abigail, une nouvelle recette à ajouter au stand, une petite sortie au parc. Gloria sourit, parfois à la fois contente et prudente. Desmond demanda la permission pour une chose minime. Il offrit à Abigail un petit carnet pour écrire ses rêves. Elle le prit, surprise mais ravie. « Pour que tu puisses rêver », dit-il. La soirée se termina sur une image qui resterait dans leur mémoire. Abigail, qui ouvrit lentement le carnet, émit sa première ligne hésitante. « Je veux être maîtresse un jour », écrivit-elle, en lettres un peu grandes. Autour d'elle, les regards se posèrent et, sans grand discours, se firent complices. Il n'y eut pas d'excès de larmes théâtrales, ni de promesses impossibles. Juste une présence renouvelée, un accord implicite pour prendre soin, pour permettre, pour apprendre. Le chemin avait été long. Le vol du portefeuille restera à jamais un acte qui avait fracturé la morale d'une enfant. Mais il était aussi devenu l'élément déclencheur d'une vérité qu'elle n'aurait peut-être jamais cherchée si le monde n'avait pas basculé. La réparation n'effaçait pas le geste, elle le contextualisait. Abigail avait commis une faute, elle le savait, elle en portait le poids. Mais le récit n'était pas celui d'un triomphe par la transgression, c'était celui d'une famille qui se recomposait autour d'une responsabilité acceptée et d'un désir conjoint de dignité. Les mois qui suivirent furent ponctués de petites victoires. Une amélioration de la santé de Gloria, une augmentation régulière des ventes à la boutique, l'inscription d'Abigail à des activités scolaires. Desmond, quant à lui, apprit à accompagner sans dominer. Il faisait des gestes administratifs nécessaires, mais se tenait en marge, invitant plutôt qu'en imposant. Robert resta un pilier discret, offrant conseils et bras. Madame Hélène, fidèle, gardait parfois la petite fille quand la mère devait se reposer. Un soir, alors que la boutique fermait ses volets, Gloria se tenait devant l'étal, regardant une ville qui continuait sa course indifférente. Desmond vint la trouver. Il ne prononça pas de grandes phrases, il déboutonna simplement son manteau et posa une main sur le comptoir. « Merci, dit-il, pas pour une aide qui effacerait la dette morale, mais pour la patience, l'honnêteté, la possibilité d'être à ses côtés sans effraction. » Gloria le regarda et quelque chose de doux glissa. « Nous sommes loin d'être réparés, répondit-elle, mais nous avançons. Garde cela à l'esprit, la réparation est un chemin, pas une destination. » Abigail, dans la chambre d'à côté, lisait une bande dessinée en riant. Le bruit léger de sa voix remplissait l'appartement comme une promesse. Elle savait que les choix ne seraient pas toujours faciles. Elle savait aussi qu'elle avait appris quelque chose d'inestimable. La culpabilité peut mener à la rédemption si on laisse la vérité s'imposer et si l'on accepte ensuite d'aider la réparer. Elle ne se pardonnerait peut-être jamais entièrement et ce n'était pas nécessairement l'objectif. L'important était qu'elle vivait dans un environnement où la vérité était reconnue et où chacun, à sa façon, travaillait à panser les plaies. La ville continua sa course, insensible et pourtant foisonnante de vies qui se croisent. Mais, dans un quartier modeste, une boutique éclairait la nuit, un immeuble de verre, une chambre 304, une boîte en fer blanc et un petit carnet d'enfants témoignaient d'un récit qui avait choisi de ne pas achever les personnages dans la douleur. La dignité se recompose pierre par pierre. L'amour peut demander des actes difficiles et la réparation exige du courage. La fillette qui, un jour, avait glissé une main dans une poche pour attraper un portefeuille n'était plus exactement la même. Elle avait 8 ans au moment du choix, mais en grandissant, elle s'apercevrait que la vie demande parfois des actes qui ressemblent à des fautes avant de se transformer en leçons. Ce qui restait, au-delà du geste, était la capacité de réparer et de reconstruire avec honnêteté. 1 an après cette première décision lourde de conséquences, ils se retrouvèrent pour célébrer la petite victoire qu'était la stabilité retrouvée. Autour d'une table, un repas simple, des rires, un petit gâteau improvisé. Abigail souffla une bougie, la ferma les yeux, fit un souhait humble. Que sa mère garde la santé, que sa famille reste unie, que la vie leur permette de grandir sans renoncer à leur fierté.
La caméra de la mémoire s'éloigne alors et garde, en dernier plan, l'image d'une fillette qui tient la main de sa mère et celle d'un homme qui découvre la place qu'il doit occuper, sans effacer, sans imposer, mais en apprenant à être digne d'un rôle longtemps négligé. L'histoire n'offre pas de miracle absolu, elle montre la force des choix qui, même imparfaits, ouvrent la porte à la réparation. Une main qui a pris un portefeuille a provoqué une rencontre qui, doucement, trancha le fil du silence. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits qui explorent les chemins compliqués de la dignité et de la réparation.